Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce nouveau décor pour une rencontre avec Léonora Miano. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'inaugurer l'émission inaugurale de notre nouveau studio. Je suis pour cette rencontre en compagnie de Lise Wachman, bonsoir également, Bonsoir. qui couvre la littérature pour Mediapart. Alors, Léonora Miano, pour nos lecteurs, spectateurs qui ne vous connaîtraient pas, on pourrait rappeler Contour du jour qui vient, en 2006, votre second roman qui avait obtenu le prix Goncourt des lycéens et où vous évoquiez le destin d'une fille confrontée à différents types de violences dans un pays imaginaire du continent africain. On pourrait aussi parler de La saison de l'ombre, qui avait reçu le prix féminin en 2013 et qui revenait sur l'histoire de l'esclavage. Et avec donc Rouge Impératrice, que viennent de publier les éditions Grasset, on pourrait avoir le sentiment que vous passez à une nouvelle étape de votre programme d'écriture, au sens notamment où ce roman prolonge peut-être ce que vous disiez dans un très intéressant recueil de textes plus théoriques, l'impératif transgressif, où vous disiez notamment, puisque l'on a été meurtri, l'obligation du moment est la quête de la guérison. Et d'une certaine manière, avec Lise, on s'est dit en lisant Rouge Impératrice que, à sa manière, ce livre parlait de la guérison après la blessure, puisqu'on se situe dans un temps assez lointain, on est en 2124, dans un pays, ou même plutôt un empire subsaharien, africain, qui s'appelle le Katiopa, et qui est dirigé par un dirigeant éclairé qui règne, c'est pas vraiment un roi, donc en tout cas qui dirige où vit une population éduquée, qui est soucieuse de paix et d'écologie d'ailleurs beaucoup. Et ce dirigeant va s'éprendre d'une femme rouge, ce qui va vous permettre à vous de composer un roman qui est à la fois un roman d'amour et un récit géopolitique. Alors malheureusement, il se trouve qu'à Mediapart, on s'intéresse plus à la politique qu'à l'amour. Donc on va parler des deux dimensions, mais on va commencer avec la politique. Le Katiopa, je ne vais pas le décrire en entier parce qu'il y a beaucoup de choses. On peut dire juste que il vient après un régime autarcique qui a échoué, qu'il y a encore des dissidents, les gens de Benkos. Mais ce qui frappe peut-être d'abord le lecteur, en tout cas le lecteur européen, c'est qu'existe un petit peuple, les sinistrés, qui viennent de Foulassi, qui est la France, et qui se sont réfugiés au Katiopa, sur le continent africain, parce qu'il y a eu une submersion de l'Europe, il faut bien l'appeler comme ça. De Pongo, l'Europe s'appelle Pongo dans votre livre, on va revenir à la présence de plein de mots comme ça, que c'est bien, on peut prononcer comme on veut parce qu'on les a jamais lus. On a envie de vous demander, est-ce que l'idée liminaire, et peut-être l'idée centrale de ce roman, c'était de prendre les théoriciens, on n'ose pas les appeler comme ça, en tout cas les adeptes de la théorie du grand remplacement, au mot, en imaginant que les populations du Nord auraient été submergées par celles du Sud et que du coup un petit groupe aurait peut-être trouvé refuge ailleurs. Absolument, je voulais les prendre au mot et confirmer leur grand fantasme, leur dire que oui, c'est vrai, l'invasion migratoire a lieu actuellement et elle va réussir. La France va être transformée en vaste noir habit. On ne parlera plus le français, mais le soninké et la darija, qui est l'arabe algérois. Parce que, ils m'ennuient un peu ces gens, donc il faut leur dire, surtout à ceux d'entre eux qui émigrent actuellement vers la Hongrie et la Bulgarie pour vivre dans des pays de blancs et choisissent bien sûr des pays qui n'ont pas de passé colonial, comme par hasard, et qui donc n'ont pas qui ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques que la France. Voilà, je voulais rire un petit peu de leur délire, mais en rire tout en l'interrogeant quand même assez sérieusement, d'où le déplacement. Mais l'idée de les envoyer en Afrique n'est pas tout à fait, ni stupide, ni complètement ironique, puisque certains d'entre eux fantasment vraiment sur Orania, cette petite ville sud-africaine totalement africanaire qui s'est créée après la fin de l'apartheid, où les gens vivent entre blancs. Et j'ai donc imaginé que les plus lucides parmi nos nationalistes contemporains
n'émigreraient pas vers la Hongrie ou la Bulgarie, mais plutôt vers un endroit où on parle le français, parce que les Français n'aiment pas apprendre les langues étrangères. Donc, voilà. En même temps, le sort que vous réservez à ces immigrés venus de Pongo donc, n'est guère enviable, et on a le sentiment que vous vous plaisez à leur réserver un sort comparable au sort dramatique qu'ont pu connaître les Amérindiens en Amérique, ou les migrants que connaissent aujourd'hui les migrants en Europe. Les Amérindiens, ils ne sont pas exterminés. Hein. Non, mais en revanche, ils sont privés de tout, et ils sont un peu... et on a peu d'empathie pour eux, je dois dire. Donc il y a quelque chose d'assez plaisant, presque. Enfin, il y a quelque chose de presque un peu jouissif à voir ce retournement d'un monde. Mais ils sont donc en situation d'être privés de tout, et on a le sentiment que vous vous amusez un peu avec ce retournement. Non, je m'amuse avec le retournement, mais pas avec la privation. Au début, lorsqu'ils émigrent, ils ne sont pas privés de tout, ils sont même tout puissants. Ce sont leurs descendants qui aujourd'hui sont privés, ne sont plus dans cette situation favorable, puisque le Katiopa unifié s'est créé, et que ce créant, il amène avec lui toute une reconfiguration, et donc y compris identitaire, économique et tout ça. Il n'y a plus de francs CFA, et l'argent de nos sinistrés ne vaut plus rien. Donc voilà, l'histoire s'est déroulée tout simplement, et les a laissés comme ça un peu démunis. Mais ils sont un peu grotesques, ces sinistrés. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je les trouve très touchants. Ah, vous les trouvez touchants? Oui, je les trouve très touchants parce qu'au fond, ils ressemblent beaucoup à certains afrocentristes que l'on peut voir dans les métropoles occidentales et qui rêvent d'un âge d'or mythique de l'Afrique vers lequel ils voudraient retourner, qui sont des fous de pureté identitaire eux aussi. C'est finalement le comportement de toutes les minorités qui ont vraiment l'impression d'avoir perdu la bataille et de n'être pas en mesure de pouvoir retourner la situation. Donc non, ils ne sont pas grotesques. C'est une mélancolie qui les habite et qui peut toucher. Qu'ils soient grotesques, touchants ou mélancoliques, ils ne sont pas très inquiétants. Ils mangent de la fraise de veau, ils tissent de la batiste, et pourtant ils inquiètent quand même le pouvoir du Katiopa unifié. Enfin, en tout cas, certains de ses membres. Ils inquiètent certains parce que finalement, la question qui se pose ici n'est pas tellement celle de leur réel pouvoir de nuisance, mais celle de la capacité qu'on a eue à apaiser en soi son propre passé. Est-ce qu'on est vraiment en paix avec le fait d'avoir été colonisé un jour? Est-ce qu'on est capable de regarder les personnes qui viennent d'Europe, même quand on est aujourd'hui puissant et en pleine possession de tous ces moyens? Est-ce que quand on regarde les personnes qui viennent d'Europe, on ne voit pas toujours une menace parce que la blessure est encore là quelque part? C'est cette question qui est interrogée ici. On sait très bien que vraiment, il ne représente rien, ni sur le plan démographique, ni sur le plan économique. Mais la question ici est, à la fois affective et peut-être un peu spirituelle. Alors, la solution qu'imaginent les dirigeants face à cette présence des sinistrés, c'est une solution qu'on a connue aussi dans l'histoire française récente, puisque c'est le Katiopa, tu l'aimes ou tu le quittes. Il y a un peu d'espièglerie de ma part dans la formule. C'est la solution à la fin. Au début, le chef de l'État, puisque différentes visions de ces sinistrés non pas s'opposent, mais sont exposées dans le texte. Au début, le chef de l'État pense qu'effectivement, il faut les renvoyer chez eux, non pas parce qu'ils abritent le mal en eux, mais simplement parce qu'ils ne sont pas heureux là, et parce que finalement, dans cet État qui est en train de se construire, qui aura besoin de se consolider, un petit groupe de gens comme ça, qui ne veulent pas participer à son édification, finalement, mine l'énergie de tous. Donc, il faudrait les renvoyer d'où ils sont venus, d'où leurs ancêtres sont venus. Pour son ministre de la Défense, qui est également ministre de l'Intérieur, il cumule, c'est un cumulard. On serait plus dans la logique essentialiste de le blanc est mauvais. Et débarrassons-nous des blancs parce qu'ils sont mauvais. Mais lui, il a une autre histoire. Il vient d'Afrique du Sud. Si on a bien compris la Kwakangela,
c'est le pays zoulou. Hein. Donc lui, il a dans sa mémoire une histoire particulière qui le fait les voir de cette manière, un peu menaçante. Même quand ils sont privés de pouvoir, il se dit qu'il y a quelque chose en eux qui va se réveiller, qui peut se réveiller. Protégeons-nous de ça. Et puis, il y a la vision peut-être plus éclairée, mais parce qu'elle les a fréquentés, s'est interrogée, de Boya, l'amoureuse du chef de l'État, qui dit non, non, ces gens sont d'ici. Ils sont d'ici et finalement, la manière dont on les traite a plus à voir avec un rapport de nous à nous qu'avec eux. Et puis, ils ont des enfants qui n'ont pas choisi leur histoire, qui n'ont pas choisi l'histoire de leurs parents, ni ce repli identitaire dans lequel ils ont été plongés depuis toujours. Peut-être qu'il faut leur demander finalement s'ils veulent nous rejoindre et faire partie de notre avenir. Ce que ne proposait pas Nicolas Sarkozy, qui a moins d'intelligence que Boya. En effet. Voilà. C'est peut-être un effet d'optique, mais dans cette même rentrée littéraire, aux mêmes éditions Grasset, Laurent Binet publie un livre qui s'appelle « Civilisation » avec un Z, qui imagine que ce ne sont pas les Européens qui découvrent, entre guillemets, l'Amérique, les peuples d'Amérique, mais l'inverse. Est-ce que vous avez lu ce livre et est-ce que vous partagez un programme d'écriture, enfin, c'est pas un programme, mais en tout cas, une idée quand même de la littérature qui permettrait, alors, lui, c'est plus tourné vers le passé, vous, vers l'avenir, mais d'écrire une contre-histoire? Non, enfin moi, j'aurais pas écrit une histoire contrefactuelle, l'histoire contrefactuelle étant celle des possibles non advenus, connaissant l'histoire advenue. C'est-à-dire que j'imagine que quand on est un occidental, on n'est plus désireux d'écrire cette histoire parce qu'on a gagné. Mais quand tu sais que tu as perdu, tu n'as pas envie d'imaginer que tu aurais pu gagner. Hein. Donc tu ne vas pas te retourner vers le passé pour faire ça. Tu imagines un futur dans lequel, effectivement, concrètement, c'est possible que tu gagnes. Donc non, je n'aurais pas écrit une histoire des possibles non advenus. Et d'ailleurs, dans le roman de Laurent Binet, les Incas n'arrivent en Europe que parce que les Européens ont laissé chez eux leurs bateaux qu'ils ont conçus. C'est même pas le génie Inca qui les fait venir tout seuls comme des grands. D'ailleurs, vous dites que c'est un roman tourné vers le futur. C'est une de vos exergues empruntée à Kwame Nkrumah, qui a été président du Ghana dans les années 60, et un président qui portait un projet panafricaniste. Et si je traduis l'exergue que vous donnez en anglais, la formule est la suivante: nous ne faisons face ni à l'Est ni à l'Ouest, nous faisons face au futur. Donc il s'agissait pour vous aussi de porter cet espoir-là, de faire face au futur avec ce roman? Absolument, non pas un espoir, mais une exigence. Moi, je pense que le grand défi de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est vraiment de se réinventer et d'accepter peut-être de n'avoir nulle part de modèle. Et moi, je trouve ça hyper excitant, peut-être parce que je suis une artiste, de se dire que finalement, le monde est inachevé et qu'on peut lui apporter quelque chose. Le monde tel qu'il existe n'est pas donné pour toujours. On peut inventer quelque chose de neuf et peut-être, depuis l'Afrique subsaharienne, proposer une civilisation différente. D'où aussi cette exigence de rêverie que vous renvoyez à Toni Morrison. C'est l'autre exergue de votre livre, Commencer par rêver. Le préalable à la pensée, oui, c'est le rêve pour moi. Et donc, Rouge Impératrice, c'est ça. C'est le rêve qu'on fait là maintenant pour être en mesure de penser notre avenir. Voilà. Par rapport juste à ce que vous dites là, est-ce qu'on peut voir Rouge Impératrice comme un pendant romanesque de, par exemple, un livre comme Afrotopia de Felwine Sarr, qui imaginait aussi, qui disait aujourd'hui il faut penser le continent. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose, le continent africain, et le penser comme une utopie en train de se réaliser. C'est ce que pense Felwine lui-même, qui est un ami cher et qui a beaucoup aimé ce roman. On est assez d'accord, on est de la même génération, donc c'est pas très surprenant. Vous pensez qu'il y a un effet un peu générationnel de cette manière de penser l'Afrique? Complètement. Les années 70 nous ont enfantés pour que nous produisions ce travail. Et nous le faisons dans nos domaines respectifs. Et j'espère assez brillamment. Dans votre recueil de textes théoriques que citait Joseph tout à l'heure, l'impératif transgressif, donc ensemble de textes dans lequel vous n'êtes pas tendre, vous êtes très incisive, aussi bien avec les descendants décolonisés
qu'avec les descendants des colons. Vous reprochez à la littérature africaine de trop souvent regarder le passé, d'être trop tourné vers la douleur. Et au fond, vous écrivez d'ailleurs dans Rouge Impératrice, je cite, « L'humanité n'avait rien à gagner à voir certains s'inventer des anthologies victimaires, câliner une douleur dont ils auraient fait leur unique possession. » On a aussi l'impression qu'avec ce roman, vous voulez raconter un roman d'amour, raconter quelque chose qui soit plutôt, tout à l'heure Joseph parlait d'une guérison, quelque chose qui soit plutôt du côté d'une histoire heureuse, vers un avenir donc, que vous exigez, un futur heureux que vous revendiquez. Je n'exige pas un futur heureux, je nous le souhaite, mais je n'ai absolument rien contre la fréquentation du passé. J'ai fait ça moi-même. Je n'ai rien contre l'auscultation des ombres et de la douleur. Ça a été longtemps mon travail. La question, c'est l'objectif quand on fait ça. Je ne suis pas pour la lamentation, ça c'est vrai. Je suis pour la fréquentation de ces ombres, pour se connaître et pour arriver à ce moment où on trouve la lumière. Je suis pour la fréquentation de la douleur, pour la congédier, pour la nommer et la congédier. Et j'espère avoir fait ça dans mon précédent cycle d'écriture. J'ai absolument rien contre ça. Ce que j'ai pu reprocher vraiment à certains auteurs, à un grand nombre d'auteurs subsahariens, c'est de ne pas croire eux-mêmes à l'universalité de leurs propositions. Moi, je suis toujours persuadée que tout ce que j'écris est universel. Et c'est pour ça que je n'ai pas de mal à proposer au monde, aujourd'hui, un couple d'Africains très beaux, très amoureux, très puissants, en disant que l'Afrique a aussi le droit d'incarner l'amour. Et de fait, dans le roman, on trouve aussi une série de scènes érotiques très particulièrement sensuelles. Vous avez dirigé par... Vous voulez dire qu'elles sont réussies? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Vous avez dirigé par ailleurs un recueil de textes volcanique, une anthologie du plaisir. On a le sentiment que vous souhaitez porter aussi cette parole-là, cette parole de femme à l'intérieur du texte. Je souhaite travailler sur l'intimité des populations subsahariennes et afrodescendantes parce que souvent ce dont nous a privé, que ce soit l'esclavage dans les territoires qui ont été touchés par ça ou la colonisation, c'est notre intimité. C'est-à-dire que on a été vu uniquement à travers le corps et finalement ce qui se passait à l'intérieur, les émotions, les sentiments, ça n'avait pas d'importance. Donc moi, je produis une littérature qui met en exergue notre vie intérieure et puis les sentiments en font partie. Avec ces recueils que j'ai dirigés, parce qu'il y en avait un autre avant Volcanique, il y a eu Première Nuit, une anthologie du désir qui réunissait des écrivains masculins, voilà, de ma génération, je tiens à le préciser. Et ensuite, donc, les femmes sur le plaisir, parce que je trouvais que ces thématiques qui sont au cœur de la vie de tous, l'amour, le désir, le plaisir, s'absentaient un peu trop de nos littératures, ou alors que lorsqu'elles y apparaissaient, elles étaient vues un peu comme dysfonctionnelles. On parle plus facilement de prostitution, par exemple, de viol, que d'amour. Et donc j'avais envie de faire travailler des auteurs là-dessus, de produire, de susciter une production de textes sur ces sujets. Et je dois dire que bon, les filles se sont un peu plus lâchées que les garçons qui ont souvent plus des problèmes d'image. Comment est-ce que je vais être vue après avoir ouvert les portes de la chambre à tout le monde? Les filles étaient un peu plus détendues, donc je pense que le recueil féminin a plus touché les lecteurs. Mais vous jouez aussi avec le code de l'histoire qu'on aime tous, du prince qui rencontre la bergère, là. Peut-être pas tout à fait la bergère quand même. Non, c'est une universitaire, elle est très savante. Peut-être pas tout à fait la bergère quand même. Mais oui, le début de Rouge Impératrice, c'était ça pour moi. Hein. C'était homme rencontre femme. Hein. Et effectivement, on s'en aperçoit pas assez, mais finalement, c'est même plutôt transgressif de proposer cette image-là du couple. Moi, les dernières fois que j'ai proposé en France, notamment pour la télévision, une image de couple noir amoureux, on m'a demandé de blanchir la figure masculine, hein, parce qu'il ne semblait pas évident qu'on puisse se reconnaître
dans un couple de noirs, ce qui est absolument faux. Depuis que Rouge a apparu, tous les hommes veulent ressembler à Ilunga, les filles se sentent très boya et veulent entrer dans la maison des femmes. Et voilà, en fait, je pense que les personnes qui décident de ce que nous allons lire ou voir sont, envahies par des représentations dépassées et qu'elles ne sont pas du tout au fait de ce que pense et désire véritablement le public français, qui est tout à fait capable de se projeter dans une histoire d'amour d'où qu'elle vienne, en identifiant une histoire d'amour chouette, qui marche. Et pour une fois, le prince charmant et sa princesse ont dépassé 40 ans, ce qui est aussi une grande nouveauté. Voilà. Que ce soit dans les scènes intimes ou dans les moments publics, dans les scènes de sexe ou les conciliabules politiques, en tout cas, votre langue, votre français est irrigué de plein de mots étranges ou étrangers, et ou étrangers. Je cite une phrase parmi beaucoup d'autres. Voyant le kurta cramoisi qu'avait revêtu Kabundi, le Mokonzi se félicita d'avoir opté pour un agbad noir porté sur un sokoto étroit. Vous comprendrez qu'on ne soit pas... Il y a des images qui se créent, mais qu'elles ne sont pas immédiatement fixées. J'imagine que certains de ces mots sont inventés, mais il y en a dont on sait... Aucun. Ils viennent tous de langues... De diverses langues et sont employés couramment. Ah oui, mais ils veulent dire dans les langues... Ils désignent des vêtements. Mais par exemple... alors, kurta, c'est indien. Le kurta est un vêtement indien, oui. Donc, mais par exemple, Agbada est un vêtement que vous connaissez, mais vous ne l'appelez pas comme ça. Ah oui, c'est son vrai nom qui est dans le texte. D'accord. Mais est-ce que c'est vrai de tous les mots qu'on connaît, par exemple, Chimurenga, qui désigne... Ça, vous avez trouvé les périodes de libération. Non, de toute façon, il y a un glossaire à la fin. Je rassure les gens, c'est bon, il suffit de s'y référer. Mais il y a quand même... C'est-à-dire qu'il y a à la fois des mots, effectivement, dont on sait qu'ils existent dans des langues... Non, ils existent tous. Ils existent tous. Il n'y a rien d'inventé. Pongo, par exemple, pour désigner l'Europe, c'est une invention. Pongo, c'est le nord en Douala. Je viens de Douala, Cameroun. Et une des désignations des Européens, c'est ceux qui sont venus de Pongo par les eaux, du nord par les eaux. Donc Pongo, c'est le nord, c'est l'Europe. Et c'est du Douala. D'accord, mais alors... Comment vous procédez? À quel moment vous insufflez des mots dans ces langues, dans votre texte en français? Je ne le fais pas dans tous les textes. Ici, c'est venu de façon très naturelle, parce qu'il s'agissait de montrer cette nouvelle Afrique, en quelque sorte revenue à elle-même, de sa souveraineté, ces nouvelles habitudes identitaires et culturelles. Et pour marquer ça, il m'a semblé pertinent d'enrichir le lexique français de véritables mots africains qui existent pour désigner des réalités africaines, que par ailleurs on connaît. Et puis, vous savez, nous, en Afrique subsaharienne francophone, et je parle pour toute l'Afrique subsaharienne francophone, depuis que nous avons été colonisés, nous utilisons le français au quotidien. Et même lorsque nous parlons nos langues, il est très rare qu'il n'y ait pas une intrusion de temps en temps de mots français. Et nous faisons ça très naturellement. Alors pourquoi ne peut-on pas introduire de temps en temps des mots africains dans la langue française? D'autant que je pense que cette longue fréquentation de ces deux grands espaces aurait dû amener de ce côté-ci aussi une appropriation par les Français, notamment par les Français qui sont un peuple particulier à mes yeux, une appropriation de termes strictement africains et non pas seulement du français dit d'Afrique. En dehors de Vuvuzela, je ne vois pas de mots africains qui sont entrés dans la langue française. Et donc c'est aussi une manière de poser cette question. Pourquoi pas? Alors vous évoquez dans votre roman le rappeur togolais et l'homme Vince. Exact. Et vous avez souhaité qu'on regarde un extrait d'un clip d'une de ses chansons. Nous voulons l'indépendance, pas parce que nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains
des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain, tout en ayant des rapports avec les autres peuples. Nous voulons l'indépendance pour faire chez nous tout ce que les autres ont fait chez eux. Et pour créer une vie où nous ne serons plus exploités par des étrangers, mais aussi nous ne serons pas exploités par des Africains eux-mêmes. Parce que nous ne faisons pas une liaison entre la couleur de la peau et la capacité d'exploiter les gens. Je suis né dans les flammes, juste entre le drame et le décrassage. Ne laisserai que des cendres à mon passage. Noir et le brassard, ethnique et le brassage. Étriqués sont les crânes qui crachent sur le métissage. Y'a trop de traces de sang dans mon sillage. Ne me parle pas d'enfantillage. Toi qui décryptes la menace sur nos visages. Les armes dans nos bagages comme héritage de leur carnage. Comme l'héritage d'un continent qu'ils se partagent. Alors, dans ce début de morceau qu'on entendait, Elom Vance parle de brassage ethnique, il parle de métissage, mais tout à l'heure, en discutant en amont de l'émission, vous me disiez que vous n'aimiez pas l'idée de métissage, que vous n'aimiez pas ce mot. J'aime pas le mot parce que c'est un mot qui parle en fait de la centralité de la race dans un espace qui prétend l'avoir congédié. Il n'y a pas de métissage sans race. Au début, le terme de métissage, c'est ça, hein. C'est le croisement des races. Donc on ne peut pas dire métis si on ne croit pas que les races existent. Il faut vraiment un nouveau langage. Et je ne comprends même pas comment ce mot a pu migrer de sa dimension raciale pour toucher les cultures alors que ça n'a rien à voir. Donc voilà, il m'arrive de l'employer parce que c'est ce que les gens comprennent. Mais il faut vraiment, on ne peut pas le toiletter, ce mot, de tout le sang et toute la boue qu'il charrie en réalité. Donc, vous défendez une pensée... Et ce n'est pas Elom qui dit ça, hein. C'est son invité qui est le bavard du groupe La Rumeur. Ah d'accord, oui, voilà. Pardon. Vous défendez une pensée afrophonique qui serait une réponse à une pensée francophone? Non, moi je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut répondre. Hein, je ne suis pas du tout cette logique postcoloniale, ni même décoloniale. Moi je suis pour... énoncer sa propre parole de façon souveraine. On n'est pas là pour passer notre temps à répondre à des gens et à faire de la pédagogie pour qu'ils pensent dans le bon sens. C'est à eux de se corriger. Parce que nous, on a déjà beaucoup parlé, hein. Il faut qu'ils nous lisent et puis qu'ils fassent le boulot. Et que nous, de notre côté, on avance. Franchement, maintenant, nous, ce qu'on a à faire, c'est juste vivre. C'est juste vivre libre. Et donc moi, je suis pour la souveraineté dans tous les domaines. Souveraineté épistémologique, souveraineté de l'énonciation, de son propre discours, qui n'a pas à être en permanence une réponse à un discours que finalement, si on passe son temps à y répondre, on le rend central et on en consolide l'hégémonie, finalement. Si on passe son temps à répondre à un discours, c'est ça qu'on fait, on dit qu'il est tout-puissant et qu'on est encore agi par lui. Je prétends, en tout cas en ce qui me concerne, que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas, moi je dis ce que je veux. Mais vous travaillez du coup, on a le sentiment en vous lisant que vous voulez aussi travailler à la construction d'imaginaires. Oui. Alors comment vous les caractériseriez si on ne dit pas imaginaire, qu'est-ce qu'on trouve? Un imaginaire de la rencontre avec donc un français infusé de termes qui viennent de langues africaines, avec aussi l'arrivée de noms propres qui ne sont pas forcément familiers aux lecteurs en tout cas. Mais la rencontre, c'est une belle chose. Il serait temps que ça nous arrive. Il serait temps que ce soit plus seulement le choc. Hein, il serait temps que la rencontre se produise, c'est-à-dire quelque chose qui implique qu'on sorte un peu de l'asymétrie dans laquelle on est encore aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de gens, de part et d'autre, sont désireux de cette rencontre. Je pense qu'il y a plein de Français qui n'ont pas du tout envie d'être des dominants, qui n'ont pas du tout envie d'écraser le monde pour vivre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui, quand ils vont en Afrique ou ailleurs, voudraient n'être vus que comme des humains, ce qu'ils sont, hein, et pas des êtres tout-puissants, couverts d'or et ayant toujours de l'argent à donner à tout le monde. Mais pour que ça arrive, il y a peut-être un travail qui n'a pas encore été fait de ce côté-ci. C'est savoir
comment digérer cette histoire coloniale, comment la dépasser, comment, dans la France d'aujourd'hui, par exemple, admettre qu'on ne peut plus définir son identité, en tout cas l'identité du pays, sans tenir compte de toutes les présences qui sont françaises et qui ne sont pas occidentales. Et ici, je ne parle même pas de présences issues de l'immigration, comme on dit. Je parle des gens qui habitent les outre-mer français, puisque ce pays n'est pas un hexagone, mais un archipel, et qu'il se déploie sur 3 océans. Alors en France, il y a des populations amérindiennes. Comment est-ce qu'on inclut dans la définition de l'identité du pays lui-même, cette présence amérindienne? En France, il y a des populations qui descendent de travailleurs engagés indiens. Il y en a à La Réunion. Comment on les inclut dans le discours du pays sur lui-même? Même les gens de gauche n'en parlent pas. Et les minorités qui se trouvent dans l'Hexagone lorsqu'elles luttent pour leurs droits ne parlent jamais de ces autres minorités-là, mais qui sont françaises depuis très longtemps et qui sont nulle part quand on parle de la France. Et donc tous nos nationalistes qui nous parlent de remplacisme, de leur identité qui disparaît, de ce pays qu'ils ne reconnaissent plus, en particulier quand ils prennent le métro à Châtelet à 18h, eh ben, ils parlent d'une France qui est une fiction, puisqu'elle n'inclut jamais ces territoires. Mais il y a quand même une spécificité française, que la crispation identitaire, elle se fait beaucoup sur la langue. Renaud Camus, Alain Finkielkraut. Alors, vous parliez tout à l'heure du Soninké, de la Darija, et dans le texte... Pour rire, Non, mais vous ironisez aussi dessus. Vous dites, après s'être imposé dans les cours de récréation, le Soninké et la Darija ne se contentaient plus de saupoudrer leurs épices sur l'idiome canonique, lui disputant désormais son statut officiel. Alors là, effectivement, ça va faire trembler... mais je pense qu'ils vont beaucoup aimer ça. Voilà, ils vont beaucoup aimer ça. Mais moi, j'aimerais avoir... Comment est-ce que vous, comme écrivain, vous comprenez pourquoi est-ce que plus en France qu'ailleurs, on lie comme ça la pureté de la langue à la pureté ethnique? Je n'ai pas d'explication rationnelle à un phénomène irrationnel, puisque si on parle du français, lui-même s'est imposé et a effacé des langues, et il y a des endroits où, sans parler encore une fois même des immigrés, on est en lutte pour ne pas voir sa langue ancestrale disparaître. Comment dire, l'ambition que je prête dans le texte au Soninké, à la Darija, n'est-elle pas celle du Corse pour certains, qui voudraient qu'on parle le Corse à l'Assemblée, et être sûr que cette langue soit protégée. Et dans plein de territoires, dans plein de départements français, on veut défendre une langue que finalement le français a effacée. Donc je ne sais pas pourquoi cette relation irrationnelle et pourquoi cette identification si particulière du pays à la langue, même si je la trouve magnifique, elle est parfois problématique et elle a pu faire dire beaucoup de bêtises à certains. Autre registre de questions, vous êtes d'abord romancière, mais vous produisez quand même des textes théoriques, des essais. Comment est-ce que vous articulez ces deux manières d'écrire, sachant que des fois, on a l'impression, quand on lit votre dernier roman, que ça fait vraiment écho à certains des textes qu'on a pu lire dans l'impératif transgressif. Est-ce que c'est toujours facile de distinguer les deux écritures, ou est-ce que des fois, ça pollue un peu, parce qu'on se dit « Ah là là, je vais être trop didactique dans mon roman » Non, je n'ai pas peur d'être trop didactique dans le roman, parce que j'estime que je n'ai pas à me soumettre à la forme admise du roman. C'est déjà bien que j'écrive donc des romans. Le roman est une forme européenne, tout ça. Et je ne la récuse pas en tant que telle. C'est-à-dire que ça ne me pose aucun problème de m'inscrire dans une forme européenne. Mais je pense avoir le droit de le faire de manière un peu transgressive. Et tant pis si ça ne plaît pas à certains, qu'il y ait parfois un peu de pensée dans mes livres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je produis des personnages vus de l'intérieur. Donc, effectivement, mes textes sont très introspectifs. Ils pensent beaucoup. Et peut-être que comme on n'a pas l'habitude que les Africains pensent, et quand il y en a beaucoup en plus dans le roman et que tous pensent, on est un peu perturbé, mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il se trouve qu'ici, étant donné leur profil, ils pensent aussi à des choses politiques. C'est pas toujours comme ça, ce texte est particulier. Alors, Rouge Impératrice, c'est le premier volume d'une nouvelle trilogie. Vous aviez commencé votre œuvre avec une trilogie. Là, Ou sûrement d'une trilogie, mais il paraît qu'il ne faut pas dire
Mais oui, je l'ai conçu comme une série, donc effectivement, ceux qui ont lu ce volume s'attendent certainement à retrouver les personnages ailleurs parce qu'il reste quelques questions et qu'on a envie de savoir que fera Charlotte du Pluvinage. Moi, j'ai envie de savoir, en tout cas. À suivre, donc. À suivre, donc Léonora Miano, Rouge Impératrice, c'est publié aux éditions Grasset. Merci beaucoup d'avoir inauguré nos studios tout neufs du Passage Brulon.